Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Alors on pourrait dire grand C, l'hypothèse du droit naturel. La première question à se poser, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que cette histoire de nature. Vous l'avez compris, la science contemporaine a réduit le sens du mot nature en fait à celui de matière. Et pour elle, la matière, elle a ses caractéristiques suivantes. Elle répond à une causalité mécanique qui est nécessaire et qui est étudiable par les mathématiques. Nous voudrions essayer de réfléchir à... Mais le mot nature a un sens d'abord beaucoup plus large. Dans le langage commun, quand on parle de la nature des choses, on parle de leur essence, c'est-à-dire ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, ce qui fait qu'on peut la connaître et on peut la définir, les éléments qui viennent définir et faire être la chose. Eh bien, en ce sens-là, il semble qu'on peut comprendre la nature de manière beaucoup plus large que la compréhension qu'il y a dans la science contemporaine. Et ça va se faire à deux niveaux, cette compréhension de la nature. Cette compréhension de la nature, et on va se demander quelle est la nature de l'homme, quelle est la nature humaine, quelles sont les caractéristiques qui font qu'un homme est un homme, et puis deuxièmement, quelle est la nature en général, et du coup, quelle est la place de l'homme dans la nature. Or, ce débat, vous vous souvenez, nous l'avons déjà vu dans le cours sur la morale avec le débat Calliclès-Socrate. Au fond, Calliclès, vous vous souvenez, pour lui, la nature, c'est juste un rapport de force, c'est un chaos, c'est un désordre, c'est le lieu de la violence. C'est juste l'expression de la force et le plus fort gagne. Et d'ailleurs, la société voulait se constituer contre cela. Socrate lui répond en disant « Calliclès est un bon moraliste, mais c'est un mauvais physicien, c'est un mauvais naturaliste. Il n'a pas compris ce que c'était que la nature. La nature, au contraire, c'est de l'ordre, c'est l'harmonie. Cosmos, en grec, ça a donné cosmétique en français. Cosmos, ça veut dire harmonie. Et donc il y a cette idée pour un grec que ce qui est harmonieux est beau, première idée, et donc c'est un bien, c'est juste. Et puis deuxièmement, le cosmos est le modèle de la beauté, le modèle de l'harmonie, le modèle des rapports ajustés. Souvenez-vous, la justice, c'est la question du bon rapport entre des éléments. Eh bien, il y a cette idée que la nature est un tout, comme à l'image d'un être vivant, où toutes les parties se répondent et il y a un équilibre entre les hommes. C'est ça la pensée cosmologique grecque, c'est essayer de découvrir l'harmonie qui fait que chaque chose est à sa place et qu'il y a une harmonie du tout pour que le tout fonctionne bien. Et le modèle de cela, le modèle en petit pour un grec, c'est l'être vivant. Et les Grecs poussent cette analogie encore plus loin. Pour eux, eh bien, l'homme est un être vivant, et donc si l'homme est un être vivant, il faut qu'il trouve son harmonie, c'est-à-dire l'harmonie qui lui est propre pour son propre bien. Mais ça veut dire aussi que l'homme doit trouver sa place dans ce grand tout. Et c'est la question de s'ajuster à l'univers. Cette question, elle est très présente chez les stoïciens. Faire le bien, c'est trouver sa juste place dans l'univers. Mais les Grecs vont pousser cette analogie encore plus loin. Et ils vont dire en fait que l'homme est un microcosme, un petit cosmos à lui tout seul, et ce à deux niveaux. Le premier niveau, puisque l'homme est un être vivant, eh bien, il faut trouver son bien, sa réalisation, c'est-à-dire la juste répartition entre toutes ses activités. Et cette juste répartition, elle doit se penser en lui-même, quel est son bien, quel est son mal à éviter, et par rapport à l'extérieur. Et donc c'est toute la question des stoïciens qui est de savoir comment s'ajuster au monde. Mais l'homme n'est pas simplement un microcosme en lui-même. Pour les Grecs, une société est un microcosme, c'est-à-dire qu'une société doit être un tout autonome à l'image de l'univers, et donc une société doit être organisée selon les mêmes principes que des êtres vivants. C'est ces deux points-là qu'il faut analyser avec précision pour essayer de bien comprendre de quelle façon on peut parler de droit naturel. Et c'est ce que nous allons voir
grâce à l'étude d'un texte essentiel sur le droit naturel, un texte d'Aristote au tout début de la politique. L'homme est naturellement un animal politique. Ouh, on y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre-à-gousset. Ainsi l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce grand C, c'est que le mot nature est un mot qui a plusieurs sens. Et la compréhension scientifique moderne est finalement réductrice. La nature d'une chose, c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Et on a vu que pour les Grecs, la nature des choses, c'était l'ordre, l'harmonie, les rapports ajustés. Donc dans la nature, il y a déjà une certaine compréhension de la justice. Notre travail, c'est de comprendre comment l'appliquer dans la société. Maintenant qu'on a compris qu'il y avait une conception difficile de la nature, on va essayer avec ce texte d'Aristote de l'étudier très précisément. Ça sera le deuxième temps de ce grand C. Aristote a écrit un livre pour expliciter ce que c'était que la nature des choses. Et la définition qu'il en donne, c'est de dire que la nature est principe de mouvement et de repos. C'est un petit peu étonnant cette définition. Nous on pense, et c'est juste, que la nature d'une chose, c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. C'est donc le principe d'être, ce par quoi on peut la connaître. Aristote serait d'accord avec cela, mais il va plus loin en affirmant que la nature est principe de mouvement et de repos. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la nature d'une chose fait qu'elle vise à un certain type d'activités qui vont la conduire à une forme de perfection. Alors essayons de comprendre ce que c'est que la nature de l'homme. Pour le dire simplement, c'est une définition d'ailleurs qui nous vient d'Aristote, l'homme est un animal raisonnable. Et c'est de cela qu'Aristote déduit que l'homme est naturellement un animal politique. Comment le voir à partir de son texte ? Ce texte commence par l'affirmation de sa thèse. L'homme est par nature un animal politique. Dans la suite du paragraphe, Aristote ne fait que donner le signe de cette thèse-là. Et comment il en donne le signe ? En disant que celui qui n'est pas un animal politique, c'est-à-dire celui qui ne vit pas dans une cité, n'est pas un homme. C'est soit un être dégradé, plutôt du côté de l'animal, soit un être surhumain, c'est-à-dire plutôt du côté des dieux, on y reviendra. Et ça veut donc dire que ce qui fait l'homme, c'est la politique. C'est-à-dire que l'homme ne peut être lui-même que par la politique, que la politique entre dans sa définition. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est l'objet de l'argumentation posée dans le deuxième paragraphe. Car un tel homme, du coup, est naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de tric-trac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille ou que n'importe quel animal grégaire. C'est intéressant, Aristote constate qu'il y a des animaux qui vivent en groupe. Lorsqu'il parle des abeilles ou des animaux grégaires, ça veut dire qu'ils vivent en groupe, il constate que ces groupes, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas simplement un tas d'individus. Il y a bien une organisation. Mais cela signifie que, pour Aristote, la politique n'est pas la simple vie en groupe. La politique est plus que la vie en groupe. Essayons de comprendre pourquoi. Il pose un principe très fort. Comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Ce principe donc, c'est la nature ne fait rien en vain. On l'a déjà étudié lorsqu'on a étudié le vivant. Et on s'était posé la question de savoir d'où venait l'œil. Et l'explication d'Aristote consistait à dire que c'était la fonction qui créait l'organe. C'est-à-dire que l'organisation d'un œil est tellement complexe qu'elle n'a de sens, qu'elle n'est compréhensible et qu'elle ne peut exister que pour la vue, qu'en vue de l'acte de voir. La cause finale, la raison pour laquelle l'œil existe, c'est la vue. Or, pour Aristote, dans la nature, tout a une fonction, tout a une raison d'être. Car la nature ne fait rien en vain, la nature ne fait rien au hasard, la nature ne fait rien sans projet. Or, nous constatons que l'homme est le seul qui a un langage. Là encore, on pourrait faire une objection à Aristote.
Il existe bien des animaux qui ont des modes de communication très évolués. Pourquoi réserver le langage à l'homme? En quoi le fait que l'homme ait un langage prouve qu'il est naturellement un animal politique? Il commence donc par distinguer communication animale et langage humain, et ensuite il montre que le langage humain est le signe que la politique est naturelle à l'homme. Distinction. Certes, la voix, c'est-à-dire la capacité d'expression des animaux, est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi, la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable, et de se le signifier mutuellement. Par exemple, quand vous avez mal, vous ne réfléchissez pas à l'expression que vous utilisez. Par réflexe, vous criez « aïe ». Les animaux aussi ressentent des passions et sont capables de se les exprimer, sont capables mutuellement de dire leur crainte ou leur espoir. Ainsi y a-t-il de la communication de l'ordre du plaisir, de l'ordre de l'agréable ou de l'ordre de la peine et du douloureux. C'est ce qui crée les messages d'alerte chez les animaux, ou au contraire les appels parce qu'on a trouvé une bonne situation. Ça, c'est sensible, c'est immédiat, et il y a bien ce type de communication chez les animaux. Mais ce type de communication, pour Aristote, n'est pas un langage. Aussi va-t-il ensuite étudier la spécificité du langage. Le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par la suite le juste et l'injuste. Ça, c'est très important. Quand on parle de l'agréable et du douloureux, on parle de ce qui est subjectivement ressenti. Subjectivement et immédiatement ressenti. En revanche, lorsqu'on parle de l'avantageux et du nuisible, certes, cela se rapporte à notre intérêt, et pour une part peut-être tout à fait subjectif, mais c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, qui peut traverser un peu le temps, et donc qui a déjà la certaine marque d'une universalité. Surtout, le juste et l'injuste, eux, ne sont pas de l'ordre du subjectif. Au contraire, la mesure du juste et de l'injuste est quelque chose qui est objectif. Donc il y a la capacité chez l'homme, lorsqu'il y a la capacité au juste et à l'injuste, à avoir une capacité de communication objective et donc abstraite de la sensation. Qu'est-ce que c'est que la justice? On l'a dit, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. La justice, c'est ce qui règle les rapports entre les individus. La capacité à énoncer de manière objective ce qui revient à l'un ou ce qui revient à l'autre à travers les concepts de justice et d'injustice, c'est justement une capacité qui montre que l'homme est capable de réfléchir à sa relation avec les autres. Et que c'est cette relation que le langage lui permet de signifier. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux animaux. Le fait que seuls ils aient la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des notions d'un autre genre. On revient à cette idée, cette capacité à avoir un langage objectif, dissocié de ma pure impression subjective, et de parler du bien et du mal ou du juste et de l'injuste. C'est une capacité qui permet d'entrer en relation avec autrui. Or, avoir de telles notions en commun, c'est faire une famille et une cité. En effet, ce qui va constituer la cité, ce n'est pas le simple fait de vivre côte à côte. Ce qui va constituer une cité, ou même une famille, qui pour Aristote est la première cellule de la cité. Ici, il faut entendre famille au sens large, c'est-à-dire pas simplement le père, la mère. C'est-à-dire qu'il faut entendre la famille avec l'ensemble des cousins, etc., tout le milieu familial et avec les employés, etc. Qu'est-ce qui caractérise la politique, encore une fois? Ce n'est pas la simple capacité à vivre en communauté, à vivre en groupe, c'est la capacité, au contraire, à établir des relations selon le juste et l'injuste. C'est-à-dire trouver une mesure dans nos relations qui ne soit pas simplement celle de l'agréable et du désagréable. Or, si l'homme a cette capacité du juste et de l'injuste, et si la nature ne fait rien en vain, si le juste et l'injuste n'ont de raison d'exister que par rapport à la société, que par rapport à la politique, alors l'homme est naturellement un animal politique. Alors, à partir de cette idée-là, on peut tirer une première conséquence politique très importante. Dans sa nature même, l'homme est un être de relation. Il ne peut pas atteindre sa perfection, c'est-à-dire le développement de sa raison, sans la présence des autres. On le voit évidemment de manière manifeste dans l'éducation. Mais on pourrait croire que l'éducation, c'est une étape de la vie.
Non, l'idée d'Aristote, c'est de dire que notre raison n'est pleinement elle-même, nous ne sommes pleinement vivants comme des animaux rationnels que dans les relations des uns avec les autres. Et si la politique, c'est justement ce par quoi les hommes entretiennent des rapports justes entre eux, si la politique, c'est la manière de mettre de la justice dans les rapports entre les hommes, alors si les relations sont essentielles entre les hommes, la politique est naturelle à l'homme. L'homme est naturellement un animal politique. C'est très important et c'est une très grande distinction avec les philosophies du contrat. Les philosophies du contrat, au fond, pensent que l'homme, à l'état de nature, il est déjà pleinement homme. Que l'homme est un atome qui n'a pas besoin des autres. Pardon, c'est pas tant une question de besoin d'ailleurs pour Aristote. Dont la nature n'implique pas la présence et les relations avec les autres. Donc la politique ne trouve pas son fondement dans une décision artificielle des hommes qui se disent « Tiens, bon bah, étant donné la difficulté qu'on rencontre, inventons un moyen technique pour qu'on puisse dépasser cette difficulté. » Non, la politique appartient au cœur même, à l'essence de l'être humain. On essaiera de comprendre ce que ça signifie pour la politique. Ça veut dire qu'il y a une compréhension de la nature aussi qui est très différente. Ici, le mot nature n'a pas grand-chose à voir avec l'état de nature. Dans l'état de nature, c'est ce qui était premier avant la politique, ou en tous les cas sans. The wild child. Look at him. Proof of the animal in all of us. Au contraire, pour Aristote, si la politique est naturelle à l'homme, ça veut dire que la nature, c'est ce qui apporte la perfection. Or, l'homme ne peut pas être pensé pleinement lui-même sans la politique. C'est pour cela qu'Aristote pense que la politique est naturelle. Mais cette politique n'est pas nécessairement première. Il y existe bien des êtres humains qui ne développent pas complètement leur humanité, entre autres aussi parce qu'ils sont à côté de la politique. Peut-être que la politique a mis un certain temps à arriver. Peut-être que la politique ne s'est pas faite en un jour. Il n'empêche, sa mise en place, nous dit Aristote, a été une très grande découverte car elle a enfin permis à l'homme d'être lui-même. Autrement dit, la politique permet un accomplissement, une réalisation de la nature de l'homme. Pour le comprendre, on peut essayer de voir le rapport entre nature et culture. Souvent, on a tendance à dire qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre la culture. L'idée d'Aristote serait de dire que l'homme est naturellement un animal culturel. Qu'est-ce que c'est que la culture? C'est le développement de ce qui est contenu dans l'homme, c'est le développement des capacités de la raison. Et c'est quand l'homme se développe pleinement, qu'il développe pleinement sa raison, qu'il est totalement lui-même. Et c'est pour cela donc qu'on peut dire que l'homme est naturellement un animal culturel, parce que la culture développe ses potentialités, et la culture lui permet de devenir pleinement lui-même. Donc vous voyez bien, il y a un rapport très particulier de l'homme à sa propre nature. L'homme a en charge le propre développement, le propre accomplissement de sa nature. Et il l'a pour une part de manière libre, ce qui explique que le développement de la politique n'ait pas été le même partout et qu'il y ait des différences significatives et que ces différences significatives ne sont pas nécessairement à hiérarchiser. Il peut y avoir des hiérarchies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des systèmes politiques qui conduisent à un moins bon développement de l'humanité de ses membres. Mais il peut aussi y avoir des systèmes politiques très différents qui permettent un développement équivalent ou qui permettent des développements d'aspects différents de l'humanité qui soient également bons. Différence ne veut pas dire nécessairement hiérarchie. Cela étant, je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sûrs d'eux pour ne pas se montrer attentifs. Il y a un deuxième point sur lequel il faudrait insister. Pour Aristote, la politique n'est pas fondée sur une question du besoin. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de la politique que nous entrons en politique. Bien sûr que la politique conduit à répondre à un certain besoin et quelquefois des besoins vitaux.
Mais ça, à la limite, ce serait presque pour Aristote l'économie. La politique, c'est ce qui vient régler de manière juste les relations des êtres humains. Et si les relations des êtres humains sont essentielles à l'humanité, alors ça veut dire que la politique est voulue pour elle-même. On ne cherche pas d'abord une efficacité pour répondre aux besoins dans la politique. On cherche directement la vie bonne, la juste relation. La politique est là pour faire en sorte que les relations que nous entretenons les uns avec les autres et qui nous permettent d'être nous-mêmes soient justes. Or, pour Aristote, si ça qui permet à l'homme de développer toutes ses potentialités, eh bien, ça va être une clé du bonheur. Souvenez-vous, on l'a vu dans le cours sur le bonheur. Pour Aristote, le bonheur, c'est l'activité selon la raison conforme à la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon qu'on vient de voir que c'est par la politique que la raison se développait. Ça veut donc dire que la politique n'est pas un moyen qui pourra disparaître. Ce n'est pas un artifice dont on pourrait se séparer. Non, la politique est naturelle à l'homme, ça veut dire que ça appartient à son être même et cette activité est voulue pour elle-même. Alors dans un deuxième temps, maintenant qu'on a compris en quoi l'homme était un animal politique, on peut essayer de se poser la question de quelle est la nature, dans un autre sens encore, de la politique. Eh bien la nature de la politique, Aristote l'analyse dans la deuxième partie du texte. Passons un peu plus rapidement sur ce deuxième paragraphe. Ce qui est intéressant, c'est que Aristote étudie la nature d'une cité et il étudie son rapport à la famille ou à l'individu. Et pour comprendre ce rapport-là, il utilise un rapport d'analogie. Ce rapport d'analogie, c'est le rapport qu'il y a entre un organe dans un être vivant et l'être vivant comme tout. Ainsi, pour Aristote, la cité est à ses individus ce que le corps entier est aux organes. Or, ce que l'on constate, c'est que les organes ne peuvent pas exister indépendamment du tout. C'est parce qu'un chat est chat qu'il a ses organes dans cet ordre-là, dans cette proportion-là, dans cet équilibre-là. Et d'ailleurs, ce qui prouve que l'organe dépend du tout, c'est que si on ôte un organe du tout, certes, cela peut avoir des conséquences sur le tout, qui va arrêter de fonctionner, mais l'organe aussi disparaît. Une main, une fois qu'elle est coupée, qu'elle est indépendante du corps, n'est plus une main. Très rapidement, elle va se décomposer, mais surtout, une fois qu'elle est coupée, elle est incapable de remplir sa fonction, d'avoir une activité propre. En elle-même, la main n'est rien. La main n'existe et n'est quelque chose que pour autant qu'elle est la partie d'un tout, un être vivant. Eh bien, l'idée d'Aristote, c'est qu'il en est de même pour les familles ou pour les individus que nous sommes par rapport à la cité. C'est tellement important pour nous, pour être humains, que sans la cité, nous ne serions rien. Nous ne serions pas en mesure de développer notre humanité. Nous serions, au fond, dans un état sauvage, nous serions des barbares, incapables de développer tout ce qui fait notre humanité, à savoir notre vie de raison, notre vie de culture, notre vie de loisirs, notre vie d'amitié. Et c'est pour ça qu'Aristote pose cette analogie. S'il est vrai en effet que chacun pris séparément n'est pas autosuffisant, pas une question de besoin en tant que tel, c'est-à-dire que l'homme n'existe pas seul, quand bien même vous donnez à un enfant tout ce qu'il faut pour être bien nourri, propre, etc., il ne se développe pas comme un être humain. Quand bien même nous sommes seuls, eh bien, il y a quelque chose de notre humanité qui n'est pas présent, même si la vie biologique était assurée. C'est pour cela que nous ne sommes pas par nature autosuffisants. Il sera dans la même situation que les autres parties vis-à-vis du tout. Alors que celui qui n'est pas capable d'appartenir à une communauté, ou bien qui n'en a pas besoin parce qu'il se suffit à lui-même, n'est en rien partie d'une cité, si bien qu'il est soit une bête, soit un dieu. Retenez cette expression, si bien qu'il est soit une bête, soit un dieu. Quelle est l'idée d'Aristote? C'est de dire qu'un homme n'est homme que par la cité. S'il vit seul, c'est une bête. Et les enfants sauvages, au fond, ne développent rien de leur humanité. S'il vit seul, mais qu'il développe toutes les capacités de l'humanité, c'est qu'en fait, c'est pas un homme, c'est un dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des autres, il n'est pas interdépendant. L'interdépendance des hommes les uns avec les autres, c'est constitutif de sa nature. Donc, l'homme est naturellement un animal politique. On a travaillé avec précision cette question du vocabulaire et de la question de la nature. Regardez bien cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle montre bien que pour Aristote, le mot nature ne veut pas dire premier au sens de premier dans le temps. Pour Aristote, la nature, c'est ce qui est premier au sens de la perfection dans l'être. C'est donc par nature qu'il y a chez les hommes une tendance vers une communauté de ce genre. Autrement dit, il y a une tendance vers la communauté parce qu'il y a une tendance à se réaliser, à être pleinement soi-même, à accomplir sa nature. Et notre nature ne peut se développer que dans la politique. Deuxième temps. Mais le premier qu'il établit n'en fut pas moins cause des plus grands biens. Parce que
ça n'empêche pas qu'il y ait un développement historique de la nature de l'homme. C'est même la spécificité de l'être humain, c'est à lui de prendre en charge le développement de son espèce. Et c'est ça sa spécificité. Mais ce n'est pas parce que c'est à lui de prendre en charge la spécificité de son espèce et son développement que ça n'appartient pas à la nature. Au contraire, la nature de l'homme, c'est d'être capable de dépasser ce qui lui a été donné juste par la naissance biologique. Donc à la fin de ce texte, on comprend mieux pourquoi l'homme est un animal naturellement politique. Parce que notre humanité, en chacun d'entre nous, ne dépend que de notre insertion dans une société politique. Donc on l'a compris, la société doit être comprise comme un organisme, comme un grand tout, à l'image de l'univers. La société est comme un microcosme, c'est-à-dire une reproduction en petit des relations harmonieuses entre les éléments de l'univers. Voilà, si vous regardez l'univers, tout n'est pas complètement équilibré, il y a de la violence, il y a de la force, mais globalement il y a une harmonie. Eh bien la politique, c'est ça. C'est ce qui cherche à faire en sorte de faire que les tensions qu'il y a entre les différentes parties soient les plus acceptables possibles pour faire une harmonie. Alors on peut maintenant faire le lien avec le sujet. Pourquoi respecter les lois? Eh bien, on a vu que le droit naturel, c'était les règles nécessaires à la relation entre les différents membres d'une société. Or, si ces relations sont pleinement naturelles à l'homme, en sens qu'elles lui permettent de développer pleinement ses potentialités, nous respectons les lois pour autant qu'elles sont naturelles et qu'elles permettent ce développement pour atteindre notre bonheur. La fin de la politique, chez Aristote, ce n'est rien d'autre que le bonheur des membres. Et cela passe par le bonheur du tout. C'est comme dans un être vivant. La santé de chacun des organes permet la santé de tous les autres. Et la santé de tous les organes fait la santé du tout. Et la santé du tout permet la santé de tous les organes. Il y a une interdépendance complète entre tout cela. On a vu un petit paradoxe assez compliqué. On a vu ce que c'était que le droit naturel, les règles des relations entre les membres d'une société, mais on a vu que c'était à l'homme de découvrir et de développer ces règles-là, parce que c'était l'homme qui était en charge de son propre développement. Et c'est ce qui donne le droit positif. Autrement dit, vous avez compris, l'homme est responsable du développement de sa propre nature, et quand il énonce des règles, il le fait selon le format du droit positif. C'est-à-dire qu'il écrit des lois qu'il va faire respecter. Et le droit positif est en fait porteur du droit naturel. Alors comment on peut essayer de comprendre cette relation-là entre les deux? C'est ce que nous allons voir dans un dernier temps avec un texte de Thomas d'Aquin. À chaque fois que j'entrevois une réponse, elle disparaît. C'est à vous rendre fou. Cependant, vous vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en feront la demande.